بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1, une introduction au traitement de signal. Donc, dans ce chapitre, on va voir l'introduction à la théorie et au traitement du signal. On va commencer par des généralités sur le traitement de signal. Nous avons que les techniques de traitement de signal ont été initialement proposées, utilisées dans le but, premièrement, d'améliorer la qualité des signaux obtenus à l'aide de capteurs. En effet, les signaux captés ou bien mesurés sont souvent entachés de bruit et de perturbations de diverses origines. Premièrement, restaurer les signaux ayant subi des dégradations dues aux chaînes de mesure et aux de transmission. Nous avons aussi que les appareils et les équipements de mesure, d'acquisition ou de transmission présentent toujours des limitations ou bien des imperfections. Ceci se traduit alors par des dégradations sur les signaux observés et mesurés. Nous avons parmi les limites des équipements et des chaînes de mesure et de transmission leur bande passante qui ne bloque certaines fréquences des signaux. Nous avons toujours un signal représente les variations d'un phénomène naturel est obtenu grâce à un capteur. Pour chaque phénomène étudié, nous avons des capteurs appropriés. À titre d'exemple, le son qui est un phénomène acoustique est capté par un microphone. Les images qui sont dues à la lumière sont captées par des appareils photographiques ou caméras dotés de capteurs CCD ou bien ce qu'on appelle dispositifs de transfert de charge. Nous avons que la température est captée par les thermocouples, par les résistances PT100, etc. Dans ce cas, nous avons que le signal ainsi capté présente souvent des dégradations et il est entaché de perturbations appelées souvent bruit. Nous avons que les premières techniques de traitement de signal ont eu pour but la réduction, voire l'élimination des bruits et aussi la diminution de l'influence des dégradations dues aux capteurs et aux appareils utilisés dans les chaînes de mesure. À l'origine, le traitement du signal était analogique en utilisant essentiellement l'électronique analogique. Mais cette électronique analogique a montré ses limites, bien sûr. De nos jours, on utilise de plus en plus le traitement du signal numérique, ou bien ce qu'on appelle le DSP. Ça vient du mot Digital Signal Processing. Ceci exige avant tout la numérisation des signaux qui sont à l'origine analogiques. Quels sont les domaines d'utilisation du traitement du signal? Nous avons que le traitement du signal numérique est utilisé de nos jours dans tous les domaines expérimentaux, comme par exemple l'électronique, l'automatique, les télécommunications, en physique expérimentale, en astronomie, en météorologie, en géophysique, biomédicale et aussi dans le domaine militaire, etc. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'un signal. On appelle signal la représentation physique de l'information qui est convoyée d'une source vers un destinataire. À titre d'exemple, ce signal peut être électrique sous forme de tension au bord d'une résistance, etc. Peut être acoustique sous forme de paroles, musique, etc. Peut être optique, vous avez le niveau degré d'une image, l'imagerie médicale, etc. Sachant toujours que la notion du signal est liée à celle du système. Nous avons un système, c'est un appareil où l'on peut distinguer des signaux d'entrée et de sortie. Vous avez l'enceinte, le téléphone et le modem. Toujours un signal d'entrée passe à travers un système pour récupérer à la fin un signal de sortie. Maintenant, on va définir c'est quoi la théorie du signal.
La théorie du signal, c'est la discipline qui permet de fournir une description mathématique des signaux. Elle reste indépendante de la nature des signaux. Maintenant, on va voir ensemble la classification des signaux et on va commencer par la classification déterministe aléatoire. Vous avez que les signaux déterministes sont prévisibles et modélisables analytiquement. Et les signaux aléatoires ne sont pas prévisibles. À titre d'exemple, vous avez la parole, les signaux d'origine physique, etc. Nous avons aussi les signaux pseudo-aléatoires, sont des signaux périodiques dont la période est grande devant la durée d'observation, la marée. Sachant que les signaux utiles sont souvent à caractère aléatoire. Et nous avons aussi que la majorité des bruits sont également de type aléatoire, même s'il existe certains bruits qu'on peut les qualifier comme déterministes. Vous avez exemple des interférences du 50 Hz. Il est donc difficile de classifier ce qui est un bruit et ce qui est un signal utile. Souvent d'une manière très simpliciste, nous pouvons prétendre qu'un signal utile, ce qu'on veut voir ou entendre, alors qu'un bruit, c'est le contraire. Seulement ce qui est utile d'après cette définition, pour l'un n'est plus utile pour l'autre. Exemple, vous avez que le bruit de fond ou bien le bruit thermique que l'on rencontre dans les composants électroniques et qui est dû au mouvement brownien des électrons libres est toujours qualifié de bruit par les électroniciens, alors qu'il peut être considéré comme utile pour un physicien étudiant le mouvement des électrons. Deuxième type de classification, c'est bien la classification discret-continu. Donc, si vous avez le temps continu, l'amplitude continue, on obtient un signal analogique. Le temps continu et l'amplitude discrète, vous avez un signal quantifié. Temps discret, amplitude continue, vous avez un signal échantillonné. Le temps discret, l'amplitude discrète, vous avez un signal numérique ou bien végétal. Troisième type de classification, c'est bien la classification énergétique. Toujours, une classification peut être faite à partir des notions d'énergie et de puissance d'un signal. Vous avez le contenu C d'un signal S de T, donc C égale à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de S de T dt. Pardon. Vous avez que l'énergie ES de S de T, fonction réelle au complexe de T. Pour la formule de l'énergie, vous utilisez la formule suivante. Donc, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de S de T élevé au carré dt. L'énergie est aussi appelée valeur quadratique de S de T. Pardon. Nous avons la puissance moyenne PS d'un signal S de T. Donc, PS égale, c'est la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini. Un intégral sur une période T de S de T élevé au carré dt. Nous avons toujours, pour les signaux périodiques, la puissance, elle est nulle. Dans le cas d'un signal particulier, dans le cas particulier où S de T, c'est un signal périodique de puissance T, on peut utiliser la formule suivante. Donc, nous avons PS égale à 1 sur grand T, l'intégrale sur T de S de T élevé au carré dt. Sachant que la puissance moyenne est aussi appelée valeur quadratique moyenne de S de T. Nous avons toujours une classification possible des signaux consiste à observer leur énergie. On va commencer par une définition pour les signaux à énergie finie. Donc, ce sont des signaux pour lesquels l'énergie est comprise entre 0 et l'infini, c'est-à-dire que l'intégrale est bornée et la puissance égale à 0, signaux rencontrés dans la nature. Deuxième définition, ça concerne les signaux à puissance moyenne finie. Donc, ce sont des signaux pour lesquels la puissance est comprise entre 0 et l'infini et l'énergie tend vers l'infini. Donc, ce sont des signaux inexistants dans la nature.
Toujours avec l'introduction au traitement de signal, nous avons que la représentation la plus naturelle d'un signal, c'est la représentation temporelle. Et la représentation obtenue consiste alors en un chronogramme ou oscillogramme. Sachant que les signaux physiquement réalisables sont parfois difficilement représentables, on leur associera dans ce cas un modèle mathématique plus facile d'utilisation. Vous avez un modèle de signal peut avoir une énergie infinie, une amplitude non bornée et être décrit par une fonction complexe de temps. On passe maintenant à notre type de classification, c'est bien la classification spectrale. Une autre représentation purement mathématique peut être utilisée pour les signaux. Il s'agit de la représentation spectrale ou bien fréquentielle. Dans ce cas, nous intéressons surtout à la bande spectrale, aux bandes passantes des signaux, c'est-à-dire à la gamme des fréquences contenues dans le signal. Nous avons alors 4 familles de signaux. Les signaux basse fréquence, donc la majorité des signaux utiles aux porteurs d'informations sont basse fréquence. Exemple, les signaux audibles entre quelques centaines de Hertz et 15 kHz. Nous avons aussi les signaux vidéo entre Hertz et 6 MHz. Nous avons les signaux ECG, électrocardiogramme, entre 0 Hz et 100 à 200 Hz. Les signaux sismiques, une centaine de Hz au maximum, etc. Nous avons des signaux haute fréquence. Leur bande de fréquence se trouve uniquement dans les hautes fréquences. Nous avons que certains bruits et perturbations peuvent être qualifiés de haute fréquence. Maintenant, on va passer les signaux à bande étroite, c'est-à-dire que leur bande de fréquence est concentrée autour d'une fréquence centrale F0. L'exemple typique de tels signaux sont les signaux radiofréquences, bien sûr obtenus généralement après une opération de modulation. On parle alors d'onde modulée. Cette opération de modulation est surtout utilisée dans les émetteurs de chaînes de transmission. Maintenant, pour les signaux à large bande, leur bande de fréquence s'étale de basse fréquence aux hautes fréquences et certains bruits comme les bruits thermiques qualifiés de bruits blancs sont de large bande. Nous pouvons également obtenir volontairement des signaux de large bande dans certaines chaînes de transmission. On va définir maintenant c'est quoi une chaîne de transmission. Vous avez que les chaînes et les systèmes de transmission en évoluent. Elle existe depuis plus d'un siècle. Au début et pendant plusieurs décennies, on n'a utilisé que des systèmes de transmission analogique. Mais avec l'évolution des techniques et des technologies numériques, les chaînes de transmission sont de plus en plus devenues numériques. Dans le cas général, une chaîne de transmission est divisée en 3 parties. Nous avons l'émetteur, le canal et le récepteur. Sachant que l'émetteur est composé de modules nécessaires pour préparer le signal à l'émission selon le canal utilisé. Le récepteur est souvent composé de modules effectuant des opérations inverses à ceux utilisés dans l'émetteur. Toujours avec la chaîne de transmission, donc vous avez pour une chaîne de transmission numérique, il s'agit de chaînes de transmission d'aujourd'hui. Les exemples typiques des systèmes de transmission radio et TV numériques, comme le DAB, le DVB et le GSM, et aussi les réseaux informatiques et Internet. Toujours, vous avez un phénomène naturel, exemple le son, image, température, etc., qui passe à travers un capteur, exemple un microphone, un CCD ou bien un thermocouple. On fait des pré-traitements au conditionnement, filtrage et amplification analogique, et on passe à la numérisation, l'échantillonnage et la quantification. Codage numérique, codage canal, compression, cryptage, et on termine avec modulation numérique. Vous avez le CAM, le PSK, etc., plus un amplificateur basse fréquence.
ou bien à travers le parleur au écran, on passe à une conversion numérique analogique et amplification basse fréquence, le décodage numérique, démodulation numérique, et on termine avec un amplificateur basse fréquence. Et la sortie, ça sera le canal. Maintenant, on passe aux signaux usuels. Il existe en électronique et bien entendu en traitement des signaux certains types de signaux usuels qui sont souvent utilisés. On va commencer par la fonction échelon unité. Donc, définition, vous avez que l'échelon unité de Heaviside égale à plus 1 pour t supérieur ou égal à 0, égal à 0 pour t négative, égal à 1,5 pour t égal à 0 par convention. Voici sa représentation graphique. On passe au deuxième signal, c'est bien la fonction rectangle. Pour la définition du rect, c'est la différence de deux signaux échelons. Donc, vous avez rect de t, c'est l'échelon de t plus 1,5, moins l'échelon de t moins 1,5. Donc, est égal à plus 1 pour t en valeur absolue inférieure à 1,5, égal à 0 pour t en valeur absolue supérieure à 1,5, plus 1,5, c'était en valeur absolue égale à 1,5 par convention toujours. Donc, règle de t, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, la période égale à 1, et les centrés 0. La fonction rectangle généralisée, donc vous avez comme définition la fonction rectangulaire de durée grand T, d'amplitude grand A est centrée sur taux est donnée par rectangulaire de T à taux grand T est égal à A rect de T moins taux sur grand T. C'est-à-dire que A, c'est l'amplitude du signal, le taux, c'est le centre, et T, c'est la période de notre signal. Vous voyez ici un signal rectangulaire d'amplitude égale à A, la période égale à T, le centre égale à taux. On passe maintenant à la fonction sinus cardinal. Sa définition mathématique, c'est que sinus cardinal de x égale à sinus x sur x. Les propriétés que sinus cardinal de 0 égale à 1, sinus cardinal de x égale à 0, quel que soit x égale à plus ou moins k par pi. Voici sa représentation graphique. Maintenant, on passe définition sinus cardinal normalisé. Toujours en théorie du signal, on est souvent amené à considérer la fonction sinus cardinal en fonction du temps. Donc, vous avez sinus cardinal de ft égale à sinus pft sur pft. La fonction est alors normalisée, c'est-à-dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus cardinal de ft dft égale à 1. Nous avons une remarque que l'absence du nombre pi comme argument de la fonction sinus cardinal constitue un abus de notation fréquemment utilisé en théorie du signal. On passe maintenant à l'impulsion de Dirac. Donc, vous avez lors de la mesure des phénomènes physiques réels, il est impossible de distinguer deux grandeurs trop voisines qui sont la cause et l'imprécision des appareils. Cela nous amène à définir une nouvelle classe de signaux. Vous avez des signaux presque partout égaux, à l'exception d'un nombre fini de points. Nous avons que la notion d'impulsion de Dirac a été introduite par des spécialistes de la physique des particules dans Paul Dirac pour fournir un modèle de signal discontinu. Pour la définition de l'impulsion de Dirac, vous avez que l'impulsion de Dirac peut être interprétée comme la limite d'une impulsion rectangulaire de surface unité dont la durée tend vers 0. Vous avez Dirac de t, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini par règle de t sur grand T. Et vous avez que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt égale à 1. Sachant que la représentation graphique de l'impulsion de Dirac est obtenue à l'aide d'une flèche verticale placée en t égale à t0 et de longueur égale à 1. Vous avez le contenu égal à 1 et l'amplitude tend vers le plus l'infini.
T0, c'est un point pour T tend vers 0. Attention, la hauteur de la flèche représente non pas l'amplitude de l'impulsion de Dirac, mais son contenu. Seule grandeur caractéristique, bien sûr. Quelles sont les propriétés de l'impulsion de Dirac? C'est bien l'intégration. Donc, ce qui précède, vous avez que l'intégrale de moins l'infini à t de Dirac de taux des taux égale à 0 pour t négative égale à 1 pour t supérieur à 0. Donc, c'est égal à l'échelon, sachant que la dérivée de l'échelon par rapport au temps est égale à Dirac de t. Donc, ceci est vrai car par convention, U de 0 égale à 1 demi. Donc, vous avez l'impulsion échelon. Dirac, c'est la dérivée de l'échelon par rapport au temps. De la même manière, nous avons que la dérivée du règle de t par rapport à t égale à Dirac de t plus 1 demi moins Dirac de t moins 1 demi. En effet, le règle de t est défini par deux fonctions échelon unité. Donc, vous avez le signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centre f 0, la durée égale à 1. La dérivée de règle de t par rapport à t, ça donne deux impulsions, Dirac de t plus 1 demi moins Dirac de t moins 1 demi. Donc, soit la fonction s de t continue, le point t est 0, ou bien pour t égale à t0. Sachant le point 0, nous avons toujours s de t par Dirac de t égale à s de 0 par Dirac de 0. Par Dirac de t, pardon. Et toujours le cas général, vous avez s de t par Dirac de t moins t0 égale à s de t0 par Dirac de t moins t0. En effet, rappelons que pour Dirac de t égale à 0, pour t différent à t0. Et nous avons que l'impulsion de Dirac est donc un opérateur d'échantillonnage, car elle permet d'accéder à la valeur d'une fonction pour n'importe quelle valeur de temps. Nous avons ici un exemple de multiplication d'une fonction s de t par une impulsion de Dirac. Donc, vous avez s de t par Dirac de t moins t0, vous avez s sur le point t0. On passe maintenant au peiné de Dirac. Donc, cette fonction correspond à une suite d'impulsions de Dirac espacées de grand T sur l'axe de temps. Vous avez Dirac de grand T de T. Et donc, on peut définir la peiné de Dirac comme étant une somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T moins k par T. On passe maintenant à définir c'est quoi un signal causal. Par définition, vous avez qu'un signal causal lorsqu'il est nul pour t inférieur à 0. Il est clair que tous les signaux réalisables physiquement sont causals ou bien causaux. Vous avez dans cette figure un signal causal. Dans celle-là, vous avez un signal anticausal. Maintenant, on passe à la définition des signaux pairs et impairs. Si vous avez un signal S de t réel, alors il est possible d'écrire S de t comme la somme de sa partie paire et de sa partie impaire. S de t égale la partie impaire de temps plus la partie paire de temps, avec SI de t, c'est la partie impaire, et SP, c'est la partie paire de notre signal. Et bien sûr, et ceci pour n'importe quel signal. Dans ce cas, on peut déduire que la partie paire est égale à 1 demi de S de t plus S de moins t, et la partie impaire égale à 1 demi de S de t moins S de moins t. Exemple, si vous avez le signal S de t suivant, S de t peut se décomposer en la somme d'une partie paire et d'une partie impaire. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.